What it do, baby? Gros podcast cette semaine. Écoutez, moi, je vais toujours me rappeler de cette crise étudiante ou la grève étudiante de 2012 et ce gars-là était tout le temps à la télévision puis je me disais, yo, Patna parle bien, man. Puis tu sais que tu sois pour ou contre la grève à la fin de la journée, le Patna parle bien, tu comprends? Puis à travers les années, je l'ai vu évoluer. À travers les années, j'ai fait OK, man, ce gars-là, il est sérieux dans qu'est-ce qu'il veut entreprendre. Puis tu sais, moi, j'ai pas d'allégeance politique, là. Puis c'est pas ça que je veux parler, là. Moi, c'est juste, à la base, là, c'est quelqu'un qui a été gentil. En fait, qui est gentil. Et cette personne-là, lorsque j'ai fait le podcast sur The Last Dance, il a partagé le podcast. Et pour moi, ça veut dire beaucoup. Parce que t'es pas obligé. On paye pas les gens pour qu'ils partagent. Et lui, ayant une grosse plateforme, il a partagé. Et je me rappelle, je lui ai écrit, je lui ai dit, hey, tu viens sur le podcast, n'importe quand, t'es le bienvenu. Puis il m'a répondu, c'est quand tu veux. Puis on a commencé à se parler sur Twitter. Puis je suis vraiment content qu'on le lise sur le podcast parce que les gens vont découvrir un côté de lui que même moi qui le regarde à la télévision, je savais pas. Okay? Prochaine étape, j'ai besoin d'aller manger des ailes poules à la cage au sport avec Gabriel Nadeau-Dubois pendant une game du Canadien puis qu'on flippe. Puis qu'on flippe pendant la game puis on crie après Carey Price. Parce que t'as pas Carey Price parce que Carey Price est nice. Depuis qu'on a eu Angela Price, on dirait que j'aime plus Carey. Mais on va crier après genre Jordan Will. OK? Mais non, c'est vraiment le fun. Puis j'espère que vous allez aimer la discussion qu'on a eue. 30 minutes pile de discussion. Donc, continuez à nous encourager sur Instagram, @sans-restriction. Continuez à acheter le gear sans restriction sur le zonekr.ca, des casquettes, des tucs, des tasses. Ça vaut vraiment la peine parce que ça fait en sorte que ça nous aide à pouvoir assurer la pérennité du podcast. Puis, merci à Bruno Mercure qui est là depuis jour 1. Merci à Mathieu Brutus qui fait la musique. Sur ça, on s'en va écouter le podcast avec Gabriel Nadeau-Dubois. Alright. Moi, je suis vraiment content, hein, parce que moi, je me rappelle quand j'étais au cégep, je voyais le gars à la télévision, puis j'étais comme damn, Patna parle bien. Puis aujourd'hui, il est non seulement député de Gouin, mais il est co-porte-parole, j'espère que je le dis bien, mais co-porte-parole de Québec solidaire. My dude, GND, j'espère qu'un jour à l'Assemblée nationale, ils vont l'appeler comme ça. Gabriel Nadeau-Dubois, comment ça va, man? Salut Kevin Raphaël, oui tu le dis bien, tu le prononces très bien et moi je vais bien, je commence mes vacances alors je suis bien relax puis je suis très content de jaser avec toi aujourd'hui. Là, bon, parce que là t'es en vacances, là, tu fais quoi être en vacances? Parce que, est-ce que tu suis tout ce qui se passe ou tu fermes ton sel puis tu le rouvres dans 2 mois, dans 2 semaines? C'est pas facile de prendre des vacances, là, tu sais, la politique c'est pas tant une job, c'est plus une espèce de vocation, tu sais, fait que puis j'aime ce que je fais. Fait que j'ai pas besoin d'arrêter de penser à la politique, mais oui, j'essaie d'être un petit peu plus loin de mon téléphone, un petit peu plus loin de mes courriels aussi, d'être un peu moins branché par intraveineuse sur l'actualité, même si j'ai de la misère à pas la suivre du tout parce que ben tu sais, c'est ça, là, j'aime ce que je fais dans la vie, fait que la notion de vacances est plus floue, mettons. Tu parles que, bon, toi, dans la vie, tu fais de la politique. Moi, dans la vie, je suis un gars de sport. Et si je te dis, le sport et la politique, l'un va pas sans l'autre, qu'est-ce que t'en penses de ce statement-là? Moi, je suis d'accord à 100% avec ce statement-là. Pourtant, ça fait longtemps qu'on entend ça, tu sais, surtout de la part de commentateurs sportifs, puis surtout de la part aussi des gens qui sont puissants dans le monde du sport. Ce qu'on entend, c'est le sport puis la politique, ça va pas ensemble, puis ça devrait jamais se mêler. Pourtant, il y a toujours eu de la politique dans le sport. Puis, je lisais récemment un livre sur justement l'histoire du sport, puis je suis tombé sur une anecdote que je trouvais super intéressante. Puis ça va peut-être nous permettre de faire un pont avec l'actualité aussi. Dans les plantations du sud des États-Unis, dans les communautés d'esclaves, il y avait toutes sortes de pratiques sportives. Puis ils jouaient notamment au ballon chasseur. Puis par contre, ils avaient modifié les règles qui faisaient en sorte que quand ils jouaient au ballon chasseur, il y avait personne qui était jamais éliminé. Puis les historiens ont essayé d'expliquer cette
cette manière-là de jouer au ballon chasseur. Puis ils s'entendent pour dire que c'était sans doute une espèce de manière de modifier le jeu pour s'éloigner de leur réalité, tu sais, qui était une réalité d'esclaves où ils voyaient systématiquement autour d'eux des gens disparaître, des gens être éliminés. Et donc, il y avait dans cette pratique du sport-là une manière de s'éloigner de leur réalité, qui est une réalité d'oppression incroyable, pour se changer les idées, quoi. Fait que, tu sais, là, je donne cet exemple-là parce que c'est comme la dernière affaire que j'ai lue sur le sujet, mais pour moi, le sport fait partie de la société, puis à partir du moment où le sport fait partie de la société, il y a de la politique dans le sport, qu'on le veuille ou non. Pour moi, c'est absolument incontournable, puis on le voit de plein de manières différentes. Mais tu vois, tu disais, moi, j'ai lu un livre qui parlait de la situation qui est en lien avec la situation actuelle dans laquelle on vit. Moi, je suis en train de lire, de finir Black Eye. C'est un livre que je te conseille, que je conseille à tout le monde. C'est sur la première ligue de hockey noir. C'était les anciens joueurs. En fait, c'était les mêmes joueurs qui jouaient au baseball de la Negro League qui ont décidé d'aller jouer au hockey. Ils pétaient tout le monde. Ils étaient 40 ans en avance sur les joueurs de hockey blanc et c'était ici chez nous. Donc c'est vraiment une histoire le fun. Oh, ouais. Je connaissais pas du tout, puis tu viens de piquer ma curiosité là, parce que ça m'intéresse vraiment. Je vais t'envoyer le lien pour que tu puisses lire le livre là, mais vraiment intéressant. Toi, parce que là, je sais qu'il y a beaucoup d'hommes politiques qui se prononcent par rapport à qui se prononcent par rapport à les démonstrations pendant soit les hymnes nationaux, soit par rapport au drapeau. Toi, comment tu vois tout ce qui se passe avec le Black Lives Matter intégré dans le hockey, intégré dans la façon de vouloir s'exprimer? Ou dans le sport en général. J'ai dit hockey, mais le sport en général. Ouais. Ben, je pense que c'est un wake-up call pour le monde du sport. Puis, tu sais, le monde du sport qui me dit, parlons, mettons, en Amérique du Nord, là, qui, depuis les dernières années, a vraiment tout fait pour se tenir le plus possible à l'écart de tout le bouillonnement social et politique, tu sais. On pourrait parler, l'exemple le plus facile puis qui nous vient tout en tête quand je dis ça, c'est bien sûr toute la saga de Colin Kaepernick avec la NFL, tu sais, où on a une ligue de sport qui a tout fait pour tuer cette forme de protestation-là, puis pour faire comme si ces préoccupations-là avaient pas leur place dans les cérémonies puis les matchs sportifs. Là, c'est comme si le mouvement est devenu tellement fort que ces ligues-là, ces propriétaires-là, puis je pense même certains athlètes eux-mêmes, ont comme plus le choix d'arriver en ville puis de réaliser qu'ils font partie de la société nord-américaine, de la société québécoise, de la société américaine, de la société canadienne, qui font partie de ces rapports de force-là, puis qui ont un choix à faire de faire partie du problème ou de la solution. Puis on le voit là à quel point, que ce soit les noms des équipes, hein, dans les derniers jours, dernières semaines, on a entendu parler d'équipes qui se mettent à remettre en question la manière dont ils se nomment. Les Redskins de Washington étant l'exemple le plus odieux, tu sais. Mais que ce soit la NFL avec les fameux gestes là de kneeling, je sais pas ce qu'on en français. Mettre le genou au sol. Ouais, mettre le genou au sol. J'ai l'impression que toutes ces ligues-là ont comme le dos au mur, puis là, on n'a plus le choix de parler de ces affaires-là, puis de s'engager, même timidement, dans ce débat-là. Puis, tu parlais du hockey, c'est assez facile de constater à quel point la Ligue nationale de hockey est probablement la ligue la plus en retard, puis la plus conservatrice sur ces affaires-là. Puis ça, c'est quand même pas peu dire qu'on la compare à la NFL. Non, mais la Ligue nationale, puis tu sais, bon, je suis un fan de hockey. Mon équipe, c'est le Canadien de Montréal. J'ai grandi en écoutant Saku Koivu, Peter Forsberg. Bon, mais la Ligue nationale est un problème dans le Black Lives Matter en ce moment. Parce que eux, si ils le voient pas, ça existe pas. Puis je sais que les boys, ils ont créé l'alliance, puis tu sais, je vais pas prendre trop de temps parce qu'on a juste 30 minutes, mais
Mais la Ligue nationale doit faire un statement clair, net et précis, pas juste sur Instagram, mais bien dans les faits. Je veux que les joueurs aient le Black Lives Matter sur leur chest quand la Ligue nationale va revenir. Je veux que les joueurs puissent changer leur nom en arrière pour mettre des mots, comment t'appelles ça, c'est comme equality, can't breathe, comme ils font avec la NBA. Des slogans pour faire un statement. Mais moi, je suis complètement d'accord avec toi. Puis on va se dire, même d'un point de vue, parce que bon, je pense qu'ils doivent le faire comme Ligue de sport pour montrer l'exemple puis envoyer un message aux jeunes qui pratiquent le sport, que ça peut aussi être leur sport à eux. Puis moi, je me rappelle, je veux pas te lancer des fleurs pour rien, mais la montée de lait que tu avais fait à TVA Sport lorsqu'il y a eu une première vague de dénonciation là, de comportements inacceptable puis abusif dans le hockey de la Ligue nationale. Tu t'avais, je me rappelle, pété une coche dans le bon sens du terme quand c'est arrivé pour dire, tu sais, c'est important que les ligues qui sont au sommet du monde du sport envoient le message aux jeunes que ça peut aussi être votre sport. Puis que vous avez votre place au hockey. Puis c'est pour ça que c'est important que la Ligue nationale le fasse pour envoyer le message aux jeunes de Parc Extension, de Montréal-Nord, de Rivière-des-Prairies, de Saint-Michel, qu'il y a une place pour vous dans ce beau sport-là. Puis évidemment, moi, je parle comme Québécois. J'ai envie que les jeunes Québécois de toutes les origines, tu sais, sentent que ce sport national-là, il leur appartient aussi, tu sais. Puis la Ligue nationale a un rôle d'envoyer ce message-là. Mais j'irais même encore plus loin. Je pense que même d'un strict point de vue de business, ces ligues-là, s'ils veulent se renouveler, s'ils veulent fonctionner, s'ils veulent continuer à attirer des gens, ben, il va falloir qu'ils se modernisent, là. Parce que le monde de notre génération, on n'est pas très loin l'un de l'autre en termes d'âge, là. Ils sont super sensibles à ces enjeux-là, là. Puis si la Ligue nationale veut pas devenir une ligue de vieux mononcles, je vais le dire comme je pense, ben, ils ont avantage à arriver en 2020 puis à parler de ces affaires-là. T'sais. Puis le meilleur exemple de ce que tu viens de dire, c'est le baseball. Le baseball, c'était cool back in the days, puis ils n'ont jamais décidé de s'améliorer. Puis regarde aujourd'hui, là, ils se battent en pleine pandémie pour des millions de dollars là, à gauche puis à droite, les joueurs, les propriétaires. Puis moi, personnellement, ça m'a turn off sur la saison de cette année. J'écouterai pas les 60 matchs. On est en pandémie, puis les gens, ils me parlent en haut de se séparer des milliards et des milliards de dollars quand nous autres, on a de la misère. Maintenant, ce que je veux t'apporter vers, c'est... By the way, t'as dit quelque chose de très powerful, là. T'as dit, c'est votre sport aussi. Je trouve ça vraiment intéressant, cette notion-là, puis c'est très inclusif. Le point où je veux il faut que ce soit le sport de tout le monde, puis ça va pas l'être par magie, tu sais. Il faut travailler pour que ce soit le sport de tout le monde. Ce que je trouve vraiment drôle, en fait, ce que je me demande, je vais dire ça comme ça, parce que je te vois à la télévision, puis je te vois faire des discours, puis être à l'Assemblée nationale, puis moi, je me demande, quand t'écoutes un match de hockey, c'est quel Gabriel qu'on voit? Moi, c'est ce gars-là je veux voir. C'est qui? Ouais. Ben, moi, je suis un gros fan de sport, puis tu sais, c'est drôle parce que c'est un peu contradictoire mon affaire, parce que tantôt, je te disais qu'il y a de la politique dans le sport comme il y a de la politique, en fait, dans tout, tu sais. Si on y pense bien. Mais en même temps, c'est paradoxal parce que moi-même, le sport, ça me sert aussi à me sortir de la politique. Fait que c'est un peu contradictoire mon affaire parce que, pour répondre à ta question, moi, quand je consomme quand même beaucoup de sport, puis j'écoute du hockey, j'écoute du soccer, j'écoute du tennis, j'écoute tout. Puis je suis assez curieux, tu sais. À part, mettons, la course automobile, tu peux mettre devant pas mal n'importe quel sport. Nice. Puis je vais triper, tu sais, puis je suis capable d'apprécier puis d'apprendre. Et moi, ça me sert à me sortir aussi du quotidien, à me sortir de la politique. Tu sais, il y a des gens pour qui c'est les séries télé, il y a des gens pour qui c'est la musique, l'art. Tu sais, moi, ce qui me sort de mon quotidien, ce qui me sort de la politique, c'est le sport. Puis ça m'empêche pas d'avoir des discussions, puis d'avoir des analyses. Où je fais entrer un peu la politique dans le sport, mais au quotidien, pour moi, c'est une soupape. C'est là où vraiment je décompresse, puis où je m'époumonne. Je suis un gars qui crie beaucoup en écoutant le sport, mes amis le savent, je perds le contrôle, j'arrête d'être, tu sais, quand on fait de la politique, qu'on est dans les médias, bien sûr, on fait attention à quoi on a l'air, à comment on parle, à ces affaires-là, tu sais. Puis le sport, c'est quand vraiment, c'est des moments où je me laisse aller, puis où je me permets de crier des affaires que je n'oserais jamais dire dans d'autres circonstances. Est-ce que t'es un peu gérant d'estrade? Tu vois aller Claude Julien et tu te dis « Ah, pourquoi Jordan Will est encore sur le powerplay? »
Ben, tu vois, moi, en politique, j'ai des opinions assez arrêtées, OK? Tu sais, Ouais. j'ai des valeurs qui sont super fortes, il y a des principes pour moi qui sont quasi sacrés, mais c'est comme si dans le sport, tout le doute, toute l'indécision que j'ai pas en politique refait surface. Fait au contraire, je suis plus un genre d'avocat du diable. Fait que, tu sais, je parle souvent de sport avec mes amis, avec mes chums de gars. Souvent, on peut parler des heures et des heures, tu sais, que ce soit en écoutant un match ou après un match. Puis moi, je suis entouré, tu sais, mes amis aussi, j'ai plusieurs amis qui sont des fans de sport, puis eux autres, ils ont toujours des opinions bien arrêtées. Tu sais, fait que il y a les grands débats du sport montréalais là, qui sont comme des débats historiques, là, tu sais. Subban contre Weber, c'est comme des églises. Là. Historique. Non, ben c'est comme des religions, il y a des gens qui sont oui. dans la. C'est un bon échange, il y a du monde qui sont dans l'autre religion qui disent non, c'est un mauvais échange, puis ces gens-là ont des opinions comme bien arrêtées. Moi, je suis toujours le gars qui commente les deux, qui pose des questions, puis je suis comme j'ai des opinions bien nuancées dans le sport. Puis je suis plus du genre à vouloir poser des questions puis faire l'avocat du diable qu'arriver avec des jugements définitifs. T'sais. Sauf bien sûr quand il s'agit de mettre Jordan Will sur l'avantage numérique. Ça, je fais partie de l'écrasante majorité qui trouve que c'est du délire total. Parce que moi, là, je vais te dire quelque chose, OK? Moi, je suis un gérant d'estrade, OK? Puis avec le fait que... non, mais moi, je le dis. Moi, je le dis à voix haute, là. J'ai pas écouté le hockey depuis que je suis petit pour pas avoir d'opinion sur ce que je vois. Puis, en parlant avec les joueurs, en étant un petit peu plus proche des joueurs de la Ligue nationale aujourd'hui, il y a plusieurs choses que je comprends. Est-ce que toi, il y a quelque chose que t'es comme... Je peux pas croire que je sais même pas si Canadien c'est ton équipe, mais que mon équipe fait ça, puis que ça change pas. Oui, le Canadien, c'est mon équipe. C'est pas original, mais j'y peux absolument rien. C'est comme un truc génétique. J'ai déjà essayé, quand ils sont éliminés, d'avoir comme une deuxième équipe. Puis je le fais pour le principe, mais ça n'a jamais la profondeur. Mm-hmm. Tu sais, c'est d'un trip, là, quand tu prends pour une équipe pour vrai depuis que t'es jeune. T'as beau essayer de rationaliser, c'est comme... ça sort pas de toi, là. J'imagine que t'es comme ça aussi, là. Mais c'est quoi ta question? J'ai oublié. Ben, y a-tu quelque chose que le Canadien fait? Pas. Ouais. Que le Canadien fait, pis t'es comme, man, faut que ça arrête. Mettons une erreur répétée, là, parce que, tu sais, moi, le départ de Radulov il y a quelques années, j'en suis pas encore revenu, tu sais, qu'on l'ait perdu pour ce qui semblait être une espèce de guerre d'ego. En tout cas, moi, je suis pas dans le secret des dieux, mais ouais! Une grande interrogation dans mon esprit. Pourquoi on a perdu Radulov? Je trouve qu'il nous aurait donné 2-3 années encore de super beau hockey, surtout en avant. On a besoin de générer de l'attaque. Fait que ça, c'est un truc que j'ai pas compris, mais des erreurs répétées. Mais c'en est une, ça, parce qu'on perd tout le temps nos bons joueurs. On en a perdu beaucoup trop. Markov, même chose. Il y avait peut-être encore 1 ou 2 années à nous donner. Pourquoi on l'a laissé partir? Je comprends pas. Ça, je trouve qu'on tourne la page vite sur des joueurs qui pourraient nous donner encore, qui auraient un rôle à jouer. Tu sais, prends les Bruins de Boston avec Chara, tu sais. Je pense que le Canadien placé dans cette même situation-là l'aurait pas gardé aussi longtemps. Puis Chara, je veux dire, c'est plus un joueur étoile, mais il rend encore des fiers services aux Bruins, tu sais, sur toute une série d'affaires, là. Notamment le leadership, les jeunes, tout ça, tu sais. Je trouve qu'on tourne vite la page à Montréal sur des joueurs qui pourraient encore nous aider, puis qui surtout souvent sont des favoris aussi de la foule, là. Les 2 exemples qu'on vient de donner, Radulov et Markov, c'était des joueurs que le monde aimait, tu sais. Mais tu vois, Radulov, ça me dérangeait pas, là. Radulov, j'étais comme, alright, OK. Mais en fait, le problème, c'est qu'on les perd pas dans un échange. On les perd juste pour rien. Je pense que c'est ça le problème. Ouais, là, ça, c'est la cerise sur le Sunday. Le perdre, c'est une chose. Puis le perdre pour rien, ça, c'est l'insulte à l'injure, là. Ouais. Là, je me demande, je peux pas croire que c'est pas carrément un cafouillage, là, tu sais, parce que tu parles pas un joueur qui marque au moins 20-25 buts par année, steady, pour rien du tout, là. C'est pardonnable comme erreur, moi, je trouve. C'est qui te fait triper dans la Ligue nationale en ce moment? Quel joueur tu te dis, moi, je suis prêt à mettre $300 pour aller voir des billets rouges?
Ah, McDavid, je l'ai vu jouer. Et réponse, tu sais, je veux dire, aucunement originale. Mais je l'ai vu jouer cette année, puis j'étais pas dans les rouges pantoute, j'étais dans le pit en haut, mais c'est un joueur, juste la rapidité de ce gars-là, ça m'a mis sur le cul. Puis à la télé, c'est un truc, hein, tu vois qu'il va vite. Quand tu es allé au Centre Bell, tu regardes ce gars-là patiner, la vitesse à laquelle il traverse une patinoire, puis surtout la différence entre lui et les autres, t'as l'impression que c'est comme s'il fonctionnait sur deux moteurs différents. Moi, ça m'a vraiment mis sur le cul quand je l'ai vu en vrai. La rapidité de ce joueur-là est absolument phénoménale. Phénoménale. Yeah! C'est à ce moment-ci du podcast que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du podcast en vous procurant une tuque, une casquette, une tasse sans restriction sur le zonekr.ca. Puis ça va faire en sorte que le podcast reste pour toujours, forever. Sur ça, on retourne écouter Monsieur Gabriel Nadeau-Dubois. Yo, moi, pour vrai, comme j'ai besoin que Gabriel s'assoie avec mon père pour écouter un match. Ça, là, ça pourrait être la télé-réalité numéro 1 du Québec après Occupation Double. Parce qu'Occupation Double, c'est quand même lit. J'ai jamais écouté un épisode, mais Jay du Temple, on l'aime, il est venu sur le podcast. T'as pas écouté l'épisode avec Jay du Temple, retourne écouter l'épisode avec Jay du Temple. Si tu l'as déjà écouté, retournons l'écouter une deuxième fois. Sur ce, on s'en va écouter Gabriel Nadeau-Dubois. Let's go! Sur le podcast, lorsqu'on a des gens qui ne sont pas des joueurs, je prends la peine de poser la question. Price, on le garde-tu ou on l'échange pour quelque chose pour le perdre comme Radulov contre rien? C'est que puis je vais t'expliquer pourquoi j'ai bien de la misère avec ces questions-là. C'est que moi, en politique, là, les gérants d'estrade, là, ça me fait chier à un point incroyable. Tu sais, quand tu fais de la politique, t'es toujours pris à... faut toujours que tu prennes des décisions. À chaque jour, tu prends des décisions. Est-ce qu'on fait A? Est-ce qu'on fait B? Est-ce qu'on dit A? Est-ce qu'on dit B? Puis moi, le monde qui arrive après coup pour dire « Ah, il aurait pas dû dire ça. Il aurait pas dû faire ça. » Je trouve ça insupportable. Fait que je me sens comme toujours mal de faire ça parce que moi, je trouve ça insupportable quand les gens font ça avec ma job. Mais je vais quand même répondre à ta question, malgré tout, mais je viens de comprendre en te parlant pourquoi ça m'énerve autant. Moi, je pense que la pire chose, c'est le statu quo, c'est-à-dire de rester dans cette espèce d'entre-deux actuel où on le garde en essayant de l'entourer, soi-disant, en n'étant jamais vraiment capable de le faire, puis où on végète en milieu de peloton. Ça fait combien d'années, là? On va faire bientôt, je sais pas, 5-6 ans. 100 ans. Qu'on végète en milieu de peloton, puis qu'il se passe rien. Moi, c'est comme un des deux. C'est soit on l'échange, puis on reconstruit, from the bottom, pour vrai. Soit on dépense de l'argent en malade, puis on essaie d'aller signer des joueurs autonomes pour construire quelque chose rapidement, puis aller chercher ces quelques dernières bonnes années de hockey qui lui restent. Mais j'ai l'impression qu'on fait à moitié les deux en même temps, puis ça, je vais prendre une autre analogie en politique comme au hockey. Si tu essaies de plaire à tout le monde, puis de faire tout à moitié, ben t'accomplis jamais rien. Il faut se brancher sur un plan de match, c'est A ou c'est B, mais en essayant de tout ménager puis de faire plaisir à tout le monde, c'est une équipe qui va nulle part. Puis ça, c'est bien frustrant. Comme fan, moi, je trouve ça frustrant. Est-ce que tu fais partie des fans qui... Là, sois honnête, hein? Les fans qui, ouais. Quand Canadien gagne, on est content. Quand Canadien perd, on se lève du mauvais pied le lendemain. Ça veut pas dire qu'on va passer une mauvaise journée, mais on va se coucher puis on est comme... Man... C'est pour ça que tu te lèves le matin et t'es comme, yeah, c'est vrai, ils ont perdu. Ça a clairement un effet sur mon moral. Ouais. Quand on gagne, c'est la même chose avec l'Impact, là, ces deux équipes-là, pour moi, c'est dans mon cœur. Fait que oui, quand on gagne, ça va mieux que quand on perd. Je pense que mon moral est différent selon les performances de ces équipes-là. Je pense que les gens qui travaillent avec moi seraient d'accord avec ça.
Mais là, t'as dit l'impact. Tu tripes sur l'impact? Est-ce que t'as... Parce que moi, là, j'aime mon équipe. L'impact, c'est mon équipe, c'est Montréal. J'ai toujours supporté mes équipes. Sauf qu'on dirait que j'ai de la misère à m'accrocher. Là, toi, t'as nommé l'impact sans réfléchir. Ouais. Ça veut dire que toi, t'es accroché, là. Ben, oui, puis une des raisons pour ça, c'est que c'est accessible, l'impact. Bien plus que le Canadien de Montréal. Tu sais, moi, mettons, j'y vais, entre 5 et 10 fois par année, tu sais, à l'impact. Parce que c'est accessible. C'est pas trop cher, le monde peut y aller. Il y a une proximité que je trouve qui, moi, en tout cas, me séduit. J'avoue que le hockey au Centre Bell, c'est hors de prix, là. C'est hors de prix. Puis je veux dire, tu sais, j'ai un salaire de député, là, je suis pas en rue, là, mais c'est cher même pour moi, tu sais. Fait que moi, cette proximité-là avec le club, c'est ce qui m'a fait accrocher. Le fait d'être capable d'y aller plusieurs fois par été, ça a vraiment contribué à m'accrocher à l'Impact de Montréal, même si on peut pas dire que l'Impact est lui aussi un club qui accumule les succès là, depuis 2-3 ans. Quand tu vas voir un match de l'Impact, est-ce que c'est... Parce qu'on s'entend, dans les estrades, c'est le fun à l'Impact. Est-ce que tu te permets d'être sur le party? Ah, moins qu'avant, c'est ça la vérité. Moins qu'avant. Tu sais, avant de faire de la politique, j'y allais, tu sais, puis j'allais même prendre des billets dans la section où ça brasse, là. Puis, bon, ouais, je sautais, je dansais. Tu sais, là, aujourd'hui, c'est comme, je me retiens un peu plus, mais j'ai pas moins de fun. Puis pour moi, c'est un loisir absolument formidable d'aller prendre du soleil au Stade Saputo d'écouter, de regarder un match. Là, je trouve ça trippant. Puis il y a un aspect participatif que je trouve dans la culture du soccer, encore plus qu'au hockey, dans les estrades, qui vient me chercher beaucoup. Il y a cet aspect-là, je pense que tu peux le retrouver dans un autre sport. Puis je sais pas si tu as déjà été. Si tu n'as pas été, j'aimerais aujourd'hui t'inviter à y aller avec moi. Grand fan de sport de hockey féminin. Fait que je veux t'inviter à aller voir ça. J'ai vu un match et je suis tombé en amour avec cette ligue-là, avec ces femmes-là qui ont deux jobs, des fois même 3, juste pour pouvoir réaliser leurs rêves. Y a-tu un sport qui est un peu underground que toi tu tripes là-dessus? Ben d'abord, le hockey féminin, je suis content que tu m'invites parce que ça fait longtemps que je veux y aller, que je me dis je veux aller voir ça, ça m'intéresse, je veux les encourager aussi parce que ils évoluent dans un milieu qui est vraiment pas facile. Fait que oui, je vais y aller avec plaisir, ça me tente. Puis un sport un peu underground que j'aime bien écouter. Non, le tennis de table. Quoi? Le ping-pong. Ouais, j'écoute ça, hein. Attends. Parce que j'ai déjà joué. J'ai déjà joué au ping-pong, au tennis de table, pour prendre le terme noble. Mais attends, t'as joué dans une ligue? C'est pas des ligues, là, mais j'ai déjà fait de la petite compétition quand j'étais au primaire. J'étais vraiment jeune, là. OK, attends, comment tu fais, là? Quand tu regardes le hockey tennis de table, tu te fais des nachos puis une petite bière? Comment ça fonctionne? Non, parce que c'est un truc absolument gênant. Alors, je fais ça seul. Alors, je fais pas ça avec des amis. Mais tu sais, c'est pas diffusé à la télé, là, ces trucs-là. Alors, mais tu sais, il y a des live feeds, là, que tu peux écouter. Puis oui, ça m'arrive d'écouter des échanges, des matchs, un peu de squash aussi, parce que je suis un gars qui joue au squash. Fait que j'écoute des fois des matchs de squash. Fait que, ouais, c'est les deux sports, je pense, que je peux dire que j'écoute, qui sont pas très populaires au niveau télévisuel, ouais. Squash, c'est le sport qui était 2 contre 2, hein? Non, ça se joue en simple, le squash. Fait que, 1 contre 1 dans une petite salle, c'est probablement le dernier sport qui va être déconfiné. Parce que c'est comme t'es 2 personnes enfermées dans un tout petit espace clos. Donc, je m'attends à ne pas pouvoir jouer avant un méchant bout. Mais ouais, c'est ce que j'écoute de underground, ça, puis le tennis de table. J'en viens pas que j'ai révélé ça. Je trouve ça très drôle. Si je te donne l'opportunité de jouer un match de squash contre n'importe quel athlète, là, c'est pas obligé d'être un athlète de squash. Là. Si moi je t'enferme dans un local pendant 3 heures avec un athlète, vous jouez au squash, vous jasez, c'est qui? Ce serait Félix Auger-Aliassime.
Ah! Est-ce que tu l'as déjà rencontré? Non, jamais rencontré Félix. Jamais. Puis il doit être bon avec une... C'est sûr qu'il est super bon avec une raquette, mais il a peut-être jamais joué... Je sais pas s'il a joué au squash. Fait qu'on pourrait peut-être au moins échanger. Puis j'aimerais ça... c'est une des vedettes sportives québécoises qu'on va voir le plus dans les prochaines années. Je pense qu'il est appelé à une grande carrière, puis on a de quoi être fier de lui. Fait que ouais, c'est avec lui que je ferai une partie de squash. Mais je sais que Félix, il est dans son coin loin, là. Il écoute tous les pods, là. Puis je sais qu'il va... D'entendre ça, connaissant Félix, il va être content. Ah, je savais même pas qu'il écoutait. Fait que tu vois, tu m'as donné l'opportunité de faire un petit shout-out. Ah, je suis content. Écoute, là, ça tire à sa fin. Y a-tu un moment, un souvenir sportif, ça peut être tout petit, ça peut être super gros, qui est dans ta mémoire et indélébile, là. Quelque chose que tu vas te rappeler pour le restant de ta vie? Ouais, je suis allé il y a quelques années en Argentine, à Buenos Aires. Oui. Je suis allé voir un match de soccer dans un des stades de la ville de Buenos Aires qui s'appelle, que tu connais probablement, puisque tu connais bien mieux le sport que moi, qui s'appelle la Bombonera, qui est le stade d'un des clubs mythiques argentins qui s'appelle les Boca Juniors. Ouais. Et c'est un très vieux stade, un stade en forme de magasin de bonbons, comme c'est pour ça qu'ils surnomment la Bombonera. Et c'est un très vieux stade, c'est mythique. Puis tu sais, les Boca Juniors, c'est un des gros clubs argentins, un des plus titrés. Je pense que c'est un stade qui a quoi, une 50aine de milliers de places à peu près. C'est pas énorme, mais c'est comme les côtés sont comme très hauts, là, il est comme presque vertical. Et l'ambiance était, je sais pas comment décrire ça avec des mots. Tu sais, quand on dit le stade tremble, là, mais là, c'est au sens littéral. C'est un vieux stade en béton, tu sais. Je le vois, là. Il faut le faire, là, faire trembler du béton, là. Le béton tremble. Je suis sorti de ce match-là, puis écoute, j'étais en haut, on avait trouvé les derniers billets, je pense, disponibles. J'étais sorti de ce stade-là, puis je sentais encore les vibrations de la foule dans mon corps. Puis écoute, je pense que ça avait fini 1-0. J'ai même pas de souvenir très clair du match lui-même. Mais l'expérience sportive et aussi l'expérience sociale d'être dans ce stade-là, avec une ambiance comme celle-là, je vais jamais oublier cette expérience sportive-là. Ça m'a profondément marqué. Puis, on parlait de sport et de politique. Il y a dans le foot argentin, la politique est très présente. T'sais. Les Boca Juniors qui jouent donc dans ce stade-là, c'est un peu traditionnellement l'équipe de la classe ouvrière. Le stade est dans l'équivalent, mettons, de Schlager Maisonneuve pour Buenos Aires. C'est comme dans un quartier ouvrier historique. C'est un peu historiquement là, le club des ouvriers. Donc, c'était pour toutes ces raisons-là une expérience super marquante que je vais jamais oublier. Mais, man, c'était... Si tu vas en Argentine, il faut absolument que tu ailles là. Tu vas triper. OK, mais je vais te demander vite, avant qu'on finisse. Ouais. Ronaldo ou bien Messi? Moi, je suis Messi. Tu veux pas être Messi! Le gars, il a pas gagné! Je sais même pas exactement pourquoi. C'est une question de feeling. Je trouve qu'il est plus élégant à avoir joué. Puis, il y a aussi... Moi, je suis pas grand dans la vie. Hein. Je fais comme 5 pieds 5, 5 pieds 6. Fait il y a un truc de voir un joueur de très petite taille. Puis, petit Messi, je sais pas combien, mais c'était vraiment un tout petit monsieur, tu sais. Moi, je trouve ça comme inspirant. Je m'identifie des fois un petit peu à lui, de le voir être toujours plus petit que les autres, puis rapide, puis super créatif. Puis je suis allé en Argentine. Ouais. Fait que pour toutes ces raisons-là, moi, je suis dans Team Messi. Écoute, je vais te laisser retourner. Ça aussi, c'est comme les religions, Kevin. Ça aussi, c'est comme les religions. On peut pas se convaincre l'un l'autre. C'est comme, t'es dans une des deux équipes, puis faut se tolérer l'un l'autre. Oui, mais faut se tolérer. Ce que j'aime dans ces discussions-là, c'est que, tu sais, tu vas me dire des affaires, puis là, je vais le prendre, puis pendant peut-être une demi-seconde, je vais dire, damn, je pense qu'il a raison. Puis après ça, je vais juste retourner avec Ronaldo, mais Ronaldo a gagné, lui. Exactement.
Mais écoute, je vais te laisser retourner à tes vacances. C'était un plaisir de te jaser. Merci de tout ce que tu fais en ce moment pour le mouvement. Merci de tout ce que tu continues à faire. Puis je te souhaite, je te souhaite de déconnecter complètement, puis de prendre soin de toi, puis de prendre du temps pour toi et ta famille, là, parce que tu travailles beaucoup, là. Ben, merci beaucoup. Merci de ton invitation. Je vais lire le livre dont tu m'as parlé. Je vais te l'envoyer. Ça va être une de mes lectures de vacances. Puis je vais essayer, justement, notamment grâce à cette lecture-là, de prendre ton bon conseil puis de déconnecter. Puis bravo pour ton podcast. Tu sais que je t'écoute. C'est toujours bien intéressant. Tu reçois du monde super le fun. Fait que je te remercie de l'invitation. Ça a été un vrai plaisir de jaser avec toi aujourd'hui. Hey man, si le podcast réussit à avoir des gens comme Gabriel Nadeau-Dubois, là, ça veut dire qu'il y a de la crédibilité sur le podcast. Et si c'est le cas, c'est grâce à vous autres, les membres du pod du peuple, le podcast du peuple. Vous nous demandez des invités, on vous les donne. Continuez à nous suivre sur Instagram, continuez à nous envoyer des suggestions, continuez à acheter du gear sans restriction sur lezonecarrière.ca. Puis n'oubliez pas, on vous fait des stories sur l'actualité sportive, du divertissement, des vidéos inédites à chaque jour. On n'a pas manqué une journée depuis les débuts du podcast qui était le 14 mars, même pendant le confinement, même au chalet, même en vacances. On manque pas une journée parce qu'on trouve ça vraiment, vraiment important de prendre soin de la communauté. Vous écoutez le podcast, vous suivez la page, mais on va continuer à vous donner du contenu until we die. Donc, merci Bruno Mercure, le partenaire du pod depuis jour 1. Merci Mathieu Brutus qui s'occupe de la musique. Puis sur ce, yo, passez une belle semaine. Baby!